Bonjour à tous. La Première ministre, la semaine dernière, a présenté un nouveau plan contre les discriminations et notamment la haine en ligne avec la création d'un guichet unique pour les signalements. On en parle en ouverture de cette édition. Le sujet à la une, lui, sera consacré aux nouvelles méthodes de management dirigées par les algorithmes. Est-ce que c'est vraiment nouveau? Qu'est-ce qui change avec cette pression algorithmique dans notre travail? On en parle avec deux experts juste après. Et puis le rendez-vous, lui, sera consacré à la chronique de David Lacomblette de la Villa Numéris qui nous parlera des intelligences artificielles et du rapport inégal qu'elles installent avec nous. On terminera cette fois par un reportage. On est parti aller voir le plus grand challenge de code en France. Vous verrez notamment des vainqueurs de ce challenge et l'interview de l'organisateur AXA. AXA, c'est un sujet, l'assurance et le numérique, c'est un sujet d'importance dans Smart Tech, vous le savez. Mais d'abord, donc, un guichet unique créé pour lutter contre les discriminations en ligne. C'est le sujet en ouverture de Smart Tech aujourd'hui. Être managé par des algorithmes, c'est ce qui arrive de plus en plus dans notre quotidien. On en parle avec Benoît Rothenbourg, qui est le responsable du projet Regalia au sein de l'INRIA, et Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT. Je dis on en parle, nous allons en parler tout à l'heure. On va d'abord donner la parole à Jean-Christophe Le Toquin, qui fait l'actualité ces jours-ci, puisque a été annoncé un plan national 2023-2026 de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine. Bonjour Jean-Christophe Le Toquin. Vous étiez présent lors de cette présentation du plan par Elisabeth Borne. Il y a un volet qui nous intéresse ici, c'est comment faire pour mieux traiter les signalements de haine en ligne. L'idée est de créer un guichet unique pour ces signalements et Point de Contact, dont vous êtes le président, est mentionné donc dans cette initiative. Vous porteriez donc ce projet dont on va parler. Je voulais juste dire quelques mots sur Point de Contact. C'est déjà aujourd'hui une plateforme de signalement de contenu illicite en ligne. Voilà, tout à fait. C'est un partenariat public-privé qui réunit les plateformes, les autorités déjà, qui est financé par la France, par l'Union européenne, par les entreprises. Et là, il y a effectivement une nouvelle étape, spécialement sur la question du racisme et de l'antisémitisme, pour amener un élément opérationnel plus fort sur ces questions. Alors justement, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ce guichet unique, ce nouveau guichet unique contre la haine en ligne va faciliter le signalement par rapport à aujourd'hui? Alors ça touchera en fait pas directement les citoyens. C'est-à-dire que les citoyens pourront continuer, ceux qui se sentent victimes de discrimination aujourd'hui vont soit vers la police pour porter plainte, et ça continue, et ça sera même renforcé dans le cadre de ce plan qui comporte 80 mesures. Nous on en a une des 80. Et puis où elles vont vers les associations de terrain qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance. Aujourd'hui, nous, Point de Contact n'a pas vocation à remplacer ni la police ni les ONG, associations de terrain, mais au contraire à faire le lien entre les deux. Parce que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les associations de terrain n'ont pas forcément toute la maîtrise de comment fonctionnent les réseaux sociaux, comment signaler, comment avoir une réponse quand elles font des signalements. Tandis que la police, son rôle n'est pas d'être une espèce de guichet d'assistance ou de guide aux associations, mais de mener les actions répressives. Et donc vous êtes la courroie de transmission, c'est ça? Vous allez intervenir donc au milieu de ces différentes structures qui aujourd'hui récupèrent des signalements ou sont en charge de les traiter. Et comment vous allez opérer? Voilà, donc nous c'est 32 000 signalements qu'on a traités en 2022, l'an dernier. Pas sur la haine en ligne? Non, pas sur la haine. C'est principalement aujourd'hui lié au contenu pédocriminel. C'est ça qui est la majorité de ce qu'on reçoit. Aussi parce qu'il y a un plus fort historique, une plus grande habitude des citoyens à nous signaler ça. Le fait qu'on ait peu de signalements, aujourd'hui c'est 1/20 des signalements sont relatifs aux questions de haine et de discrimination, c'est aussi lié au fait que les systèmes ou les signalements ne sont pas très connus. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est effectivement, on a l'habitude, on a une équipe de juristes qui analyse les signalements, voit si c'est illicite. Si c'est illicite, on les transmet aux autorités. Donc c'est une expertise juridique d'abord? C'est d'abord une expertise juridique et après opérationnelle, puisqu'on travaille étroitement avec nos membres, les grandes plateformes, les grands réseaux sociaux, donc ils nous connaissent, on est de confiance et donc on a un niveau de confiance tant vers la police que vers les autorités, enfin vers les plateformes qui est plus fort. Ce qui fait que l'objectif de la ministre Isabelle Rome,
C'est que construisant sur cette compétence-là, si on reçoit de manière beaucoup plus systématique les signalements des ONG de terrain, on va pouvoir avoir une espèce d'observatoire, une espèce de vision d'ensemble, et on pourra avoir un meilleur retour sur quelle est la réponse des autorités, quelle est la réponse des plateformes, pourquoi ça marche pas. Et cette compétence, si vous voulez, un peu transversale, cette visibilité centrale, aujourd'hui, n'existe pas. Et aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le flou. Et le rôle de la police n'est pas d'apporter cette clarté-là. C'est pas leur mission. Ils pourraient le faire, mais c'est pas leur mission. Mais ça peut améliorer le traitement des signalements ? C'est carrément, oui. L'idée, c'est vraiment d'amener la transparence à tout le monde pour savoir quel est l'état. Aujourd'hui... Je ne sais pas si on prend un exemple. Dans l'affaire Mila, qu'est-ce que ça changerait d'avoir un guichet unique ? Justement, dans cette affaire. Aujourd'hui, il faut comprendre que les ONG ne sont pas toutes équipées de la même manière en termes de compétences juridiques ou d'accès aux plateformes. Elles ne sont pas forcément toutes connues par les autorités. Et donc, il y a un problème à un moment de visibilité. Si on regarde ce qui est très frappant dans ce grand événement qui a eu lieu donc lundi dernier, il y avait 10 ministres, il y avait 10 associations parmi toutes les plus connues du domaine. Aucun chiffre, à part ceux de point de contact, aucun chiffre n'a été donné pendant 1h30 d'intervention. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on a des chiffres sur la haine en ligne ? On n'a pas de chiffres. On a des chiffres, évidemment, des affaires emblématiques. L'affaire Mila, ça, on a. Et c'est là-dessus que les ONG sont en général très, très mobilisées. Mais c'est toutes les petites choses, c'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est impalpable, qui, là, n'est pas correctement centralisé, mesuré. Or, si on ne mesure pas les signaux faibles, et je pense que en matière, on a des experts autour qui peuvent en parler, c'est compliqué de calculer, d'arriver à faire le lien avec les affaires emblématiques. Mais est-ce que ça aurait changé la manière dont l'affaire est traitée ? Sur une affaire précise, comme celle-là, par exemple ? Je pense que ça serait c'est compliqué. Alors sur le passé, évidemment, c'est pas possible. Déjà, quand on entend guichet unique, ça veut dire qu'on va quand même communiquer de manière forte sur un guichet où se rendre pour ces signalements. Donc ça permet de regrouper les plaintes, mais aussi de faire le tri, c'est ça ? Alors oui, en fait, le guichet unique, ça sera un guichet on a des plaintes pour les mêmes faits, mais qui arrivent de diverses manières, on a du mal à identifier que ce soit la même affaire ? Alors ça fait partie effectivement de ces questions-là. Aujourd'hui, alors le guichet unique, ça ne sera pas un guichet pour les citoyens. Les citoyens pourront continuer à aller à la police et ils continueront à aller vers les ONG. Nous, on n'a pas vocation à renforcer tellement notre visibilité. Vous n'avez pas grand communiqué public. là-dessus ? On va communiquer là pour expliquer un peu à l'écosystème. Et il y a ceux qui s'intéressent des libertés publiques. Alors comment vous allez les recevoir, toutes ces plaintes qui vont arriver de différentes plateformes ? En fait, il y a un outil qui va être développé, qui est déjà aux 3/4 développé, qui va permettre aux ONG de se connecter à notre plateforme et donc elles vont avoir des outils de signalement plus adaptés. Les outils aussi vers les citoyens existent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas forcément le réflexe d'enregistrer les discussions sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent être simplement installés sur les smartphones pour arriver à collecter les images et en faire des preuves et les transmettre. Mais ces outils ne sont pas forcément aussi simples qu'on pourrait le souhaiter. Et c'est là où le travail des ONG va être très important. Typiquement, elles ont une victime qui arrive vers elles et qui ne sait pas comment signaler. Elles vont pouvoir les orienter vers les bons outils pour que depuis leur smartphone ou leur ordinateur, elles puissent signaler correctement. Et ainsi, on va améliorer l'éducation du public sur le fait qu'on peut signaler, comment le faire. Et ensuite, ça va remonter vers Point de Contact via les associations. Ensuite, ça va remonter vers les plateformes en parallèle et vers Pharos. C'est vraiment un système complet. Donc, c'est de centraliser en fait le savoir-faire juridique et technologique autour du traitement des plaintes. C'est ça. Nous allons essayer de mettre toutes les ONG au même niveau, je dirais, d'expertise. On va leur donner des outils simples pour elles, qu'elles pourront ensuite, expliquer au grand public. Et ensuite, il va y avoir un dialogue. Et c'est là où le rôle de Isabelle Rome et de son ministère est très important. C'est qu'on est sur un travail où on va à la fois être sur le répressif du ministère de l'Intérieur, le soutien aux associations des associations, et nous, en tant qu'experts, si vous voulez, permettant d'avoir à chacun la même base de renseignement. Ce qui fait que si on ne comprend pas pourquoi telle plateforme réagit ou ne réagit pas, nous, on sera bien mieux en capacité d'expliquer. Parce qu'on a le lien avec ces plateformes et on comprend leur fonctionnement. Et justement, le rôle des plateformes, est-ce qu'il va bouger un peu sur ces sujets ?
Alors le rôle de plateforme, il va bouger de toute manière, puisque avec là on est vraiment le règlement européen qu'on appelle DSA, Digital Services Act, qui est vraiment un changement copernicien. Ça fait 20 ans qu'on est dans un schéma de régulation qui va totalement changer. Et donc, elles sont déjà tout à fait prêtes. Et en fait, elles ont déjà beaucoup mûri par rapport à il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes, si vous les écoutez... Elles font le travail, selon vous, là-dessus ? Le font plus qu'avant et le feront moins que demain, si on peut dire. Donc, non, il y a un vrai souci. Elles sont aujourd'hui, si vous écoutez les professionnels, ils sont parfaitement au courant des difficultés. Ils ont une vraie, je dirais, conscience qu'ils ne peuvent plus, je dirais, prétendre même gérer ces questions-là. Et donc, il y a une vraie demande que une régulation experte arrive. Alors, le risque, c'est d'avoir des régulateurs qui ne soient pas très experts. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément formés, ils n'ont pas les équipes, tout doit être construit. Donc le plus grand danger pour les plateformes, c'est un régulateur qui ne serait pas très expert ou très compétent. C'est là où Donc ça les intéresse d'avoir aussi ce guichet unique comme un interlocuteur fiable. Voilà, tout le monde a besoin d'agréger l'information. Aujourd'hui, les grandes plateformes publient des rapports de transparence tous les ans, mais évidemment, ils sont biaisés. Le régulateur anglais a publié ce week-end un article très intéressant en disant qu'il faut passer à l'étape d'après du rapport de transparence tel qu'on le connaît aujourd'hui, pour qu'il soit beaucoup plus, je dirais justement, comparé entre les différentes sources et qu'on arrive à avoir une vision globale aujourd'hui qui en fait est manquante. De notre côté aussi, donc, il faut davantage de transparence. L'année cible pour la création de ce guichet unique, c'est 2024, ça va arriver vite, donc. Oui, voilà, mais c'est pas technologiquement, c'est pas le plus compliqué. La question, c'est de l'organisation. Voilà, c'est la confiance, que les ONG comprennent qu'on est là pour les aider et pas pour les détourner. Et pareil pour la police, qu'on n'est pas là pour faire leur travail, mais on est là pour les équiper en signalement de meilleure qualité et plus efficace. Vous avez peut-être une question ou une remarque, Elisabeth ou Benoît? Non, c'est intéressant, ça fait réfléchir aussi sur plein de choses et ça résonne aussi avec nos sujets, c'est évident. Ouais. Et bien alors on en parle tout de suite de vos sujets. Votre sujet, c'est comment au bureau je vais être de plus en plus managé par les algorithmes et avec quelles conséquences? Alors, les algorithmes prennent déjà beaucoup de part dans nos décisions. Ils vont en plus s'occuper de management dans l'entreprise. Ils sont déjà, enfin on va en parler tout de suite avec deux experts de ce que change cette vie professionnelle pilotée par des algorithmes et des troubles induits également. Avec moi en plateau, Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT, c'est l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, établissement public qui dépend du ministère du Travail. Vous êtes au département capitalisation et développement des connaissances, en contrat CIFRE de doctorat avec le laboratoire GREPS de l'Université Lumière Lyon 2. Votre sujet de thèse en psychologie du travail et des organisations s'intéresse à l'activité des travailleurs de l'ubérisation. Ces livreurs de marchandises que l'on connaît très bien. Avec vous, pour discuter du sujet du management par les algorithmes, Benoît Rothenbourg, qu'on a déjà reçu en plateau dans Smartech plusieurs fois. Bonjour. Vous êtes responsable du projet Regalia de l'INRIA. C'est un projet donc d'audit des algorithmes des plateformes numériques. Donc, sujet important pour apporter davantage de transparence sur ces algorithmes qui pilotent nos choix. Regalia, donc partenaire technologique du pôle d'expertise de la régulation numérique, placé sous l'autorité conjointe des ministères chargés de l'économie, de la culture et du numérique. Et restez avec nous en plateau, Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact. Vous pouvez intervenir quand vous voulez, Jean-Christophe. Alors, question, est-ce qu'on est déjà piloté par des algorithmes au travail ou est-ce qu'on n'a encore rien vu dans le domaine? Benoît? Je pense que ça commence déjà. Ouais. Il faut savoir que depuis au moins une bonne trentaine d'années, il y a plein de professions qui, d'une manière ou d'une autre, sont planifiées par des algorithmes. Les caissières des supermarchés, ça remonte à au moins 20 ans. Elles ne viennent pas à n'importe quelle heure et c'est pas n'importe quelle caissière qui vient à n'importe quelle heure. Si on regarde dans les centres d'appel téléphoniques qui interagissent avec nous, que ce soit ceux d'un ministère, que ce soit même peut-être Point de Contact, il faut bien à un moment organiser les forces de travail en face d'un besoin potentiel d'activité. Il me faudra tant de personnes à 9h, tant de personnes à 10h, etc. Et comme on ne peut pas trop gâcher du juriste qui coûte très cher ou de la conseillère de clientèle qui coûte cher quand même, comme on ne peut pas, eh bien on essaye de planifier la bonne personne au bon moment sans gâcher. Dès qu'on dit ça, on est dans un algorithme. Mais alors qu'est-ce qui change avec la nouvelle génération algorithmique ?
En fait, en écoutant, effectivement, et c'est disons le management algorithmique qui mériterait quand même d'être défini un peu plus. On peut dire que les algorithmes, en effet, planifient depuis longtemps les activités, comme vous l'avez spécifié, au bureau. Oui. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup d'autres professions qui ne sont pas au bureau et qui dépendent aussi, qui sont sur un autre mode de fonctionnement et un autre régime qui font que on a une grande part d'invisibilité là-dedans. Les travailleurs des plateformes, vous pensez à eux en particulier? Je pense aux travailleurs des plateformes et notamment aux indépendants, aux travailleurs indépendants qui effectivement sont managés, entre guillemets. Alors comment on peut le définir, ce management algorithmique ? Alors en fait, je dirais que le management est une organisation du travail. Effectivement, là, avec les plateformes, on est dans une organisation du travail. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, et ça rejoint aussi un petit peu les choses sur lesquelles, à mon avis, il faut réfléchir, c'est la part de l'humain là-dedans. Aujourd'hui, le management algorithmique semble se dispenser de l'humain, notamment dans la façon dont il calcule les données à partir de l'humain, en tout cas une partie de lui-même, et ce qui peut ensuite générer dans une prescription qui sera à la fois algorithmique et en même temps qui sera transmise via des outils numériques dont l'être humain de l'autre côté, qui a à faire quelque chose, eh bien, n'a pas accès à un autre humain pour éventuellement en discuter ou pour éventuellement signaler quelque chose qui pourrait ne pas être, correspondre en tout cas à quelque chose de plus construit. Donc on a un algorithme qui va organiser mon travail, mais qui ne m'apporte pas suffisamment de transparence peut-être sur ces décisions, ou en tout cas avec qui je n'ai pas d'interaction. C'est très vite, je crois que par rapport à de la planification traditionnelle, qui est supervisée par des hommes, qui a été spécifié, l'algorithme en question a été spécifié longuement par la directrice des ressources humaines, l'équipe, on parle de maîtrise d'ouvrage, comment on spécifie cet algorithme, et les algorithmiciens qui doivent rendre des comptes régulièrement. Est-ce que je tire pas trop à droite? Est-ce que je tire pas trop à gauche? Est-ce que je défavorise pas la fin de l'alphabet ou le début de l'alphabet, etc. Toutes ces choses-là, on prenait le temps, je pense, il y a une vingtaine d'années, de surspécifier, j'ai envie de dire. Du coup, l'algorithme s'éloignait pas trop des bordures qu'on lui avait humainement imposées. Là, ce qui change, c'est que, ce temps de la spécification n'a pas eu lieu. Ou en tout cas, n'a pas été très partagé. Donc, un livreur de plateforme n'a jamais participé ou n'a été représenté par personne pour participer à cette discussion. Ouais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il y a une innovation permanente parce que l'algorithme découvre des petites choses. Il va créer une zone blanche à un certain endroit, il va livrer les pizzas, il va donner les pizzas plutôt aux livreurs qui sont efficaces le lundi et pas ceux qui sont efficaces le mardi, etc. Donc, cette découverte-là, elle va être opaque, parce qu'elle est non discutée et non partagée avec celui qui reçoit l'algorithme, ou en tout cas très peu partagée. Ouais. Quand vous travaillez dans un centre d'appel ou avec un agent d'entretien dans un centre de loisirs, par exemple, il y a un retour, c'est-à-dire que la personne va se plaindre à un moment. Mais non, vous avez dit que je pourrais mettre 1 heure à nettoyer ce cottage, mais en fait, il était tellement abîmé, il était tellement sale que j'ai pas pu faire 1 heure. Non. Peut-être que ça va pas bien se passer au niveau humain. Mais en tout cas, il y a une chaîne de retour entre la personne qui a subi la planification, qui lui a imposé le 3 couches par jour ou le 3 cottages par heure, et elle va pouvoir dire ça ne va pas. Alors, donc cette opacité, elle augmente en fait. L'opacité, mais il y a quand même encore aujourd'hui beaucoup de managers. Il y a quand même toujours un manager derrière l'algorithme. Peut-être derrière l'algorithme, mais il est invisible en tout cas pour les travailleurs de l'autre côté. Mais en même temps, l'algorithme... Donc vous nous dites c'est la disparition du manager. En nombre de managers par personne, de certainement. Sa capacité de puissance finalement. Oui, on peut dire ça comme ça, ou tout du moins d'interaction, mais c'est presque une barrière. En fait, ce qui se passe, après ça se discute, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent se discuter d'ailleurs là autour de ça, mais disons que l'algorithme aujourd'hui, il est, construit dans un objectif précis. C'est-à-dire qu'il est là pour répondre finalement à un modèle d'affaires.
hein. Donc on lui induit aussi une direction de calcul sur ce modèle d'affaires. Et quand on regarde bien finalement, ces algorithmes avec toutes les données qui sont utilisées là-dedans vont effectivement très vite dans leur calcul avec une masse d'informations considérable. Et qu'est-ce qui se passe? Pour répondre à ce modèle d'affaires au mieux, finalement, tout va très très vite dans la distribution des attributions, par exemple, de courses pour les livreurs, des choses comme ça. Donc, il y a ce système-là, si vous voulez, se construit sur des variables. Mais le travailleur, lui aussi, devient une variable. Donc, la variable, pour qu'elle puisse finalement s'ajuster au mieux et répondre à ce modèle d'affaires, qu'est-ce qui se passe? Bien, finalement, les prescriptions sont opaques. Forcément. Comme ça, au moins, il n'y a pas de possibilité de réaction derrière. Enfin, je ne dis pas que c'est intentionnel, mais en tout cas, c'est ce qui se passe. Effectivement. Sur l'opacité quand même, parce que cet algorithme, il n'est pas de nulle part. Vous dites c'est un modèle d'affaires. Oui. Il sert un modèle d'affaires, un modèle économique. Donc il y a des décisionnaires. Ben, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a des responsables. Alors, je pense que, quand on est une start-up, ce qui était le cas par exemple de Deliveroo ou d'Uber Eats à une époque, et qu'on se déploie très vite d'un pays à l'autre, le décideur, il n'est pas forcément à l'endroit où... il ne connaît peut-être pas la France. Un exemple marquant, c'est que Deliveroo a été condamné en Italie pour avoir utilisé dans l'algorithme de notation, qui ensuite distribue les tâches, mais l'algorithme de notation des livreurs avait utilisé les jours d'arrêt maladie. Ça ne se fait pas. Ouais. Jamais, moi, j'aurais codé ça. Je serais fait engueuler par quelqu'un, d'accord? Puis même, je le sais. Mais là, on peut imaginer que le développeur d'un autre pays, qui n'a pas fait attention, qui avait une jolie variable, qui était la variable nombre de fois où j'ai été malade, c'est super. Ça explique que la personne est moins efficace. Donc, on retombe. Et à partir de quel moment on a vu, justement, que ce critère était malheureusement, niché au sein de l'algorithme? Quand les gens se plaignent. Oui, et c'est pas simple. Donc, et à ce moment-là, qui porte la responsabilité? Ben là, c'est en l'occurrence un syndicat qui a fait le procès à Deliveroo, un syndicat qui doit être l'équivalent, un syndicat des travailleurs dans le transport. Mais on peut imaginer que c'est une dissymétrie d'information entre l'algorithme qui dispose d'à peu près tout et le livreur qui est tout seul. Et si en plus il n'est pas syndiqué parce qu'il est indépendant, ou on a donc quelqu'un de tout seul qui voit juste des pizzas lui arriver, ou une zone blanche lui interdisant d'aller chercher une pizza, c'est la seule chose que vous voyez, vous. Et de l'autre côté, vous avez Omniscient, la plateforme qui a récolté toutes les infos de tous les livreurs. À la limite, elle sait peut-être qu'un gaucher est plus efficace qu'un droitier. J'exagère, mais c'est ce genre de petites choses qu'on va finir par détecter quand on est un bon algorithme obsédé par la performance. Et c'est uniquement cette question du management par l'algorithme, là vous le posez dans le cadre de travailleurs indépendants, où déjà la relation est un peu distendue, je dirais, entre l'entreprise et le collaborateur. Est-ce qu'on a les mêmes cas de figure qui arrivent dans une entreprise qui a des collaborateurs en son sein de manière traditionnelle? On sort des plateformes numériques. Bien, alors ce qu'on peut constater, alors moi c'est moins ma partie, mais quand même on peut déjà constater qu'en effet il y a une dérive à peu près similaire. Oui. Parce que plus finalement on se distancie d'humain à humain, plus on aura ce genre de conséquences. C'est-à-dire qu'on arrive, y compris dans les entreprises avec des salariés, avec ces algorithmes finalement à réduire les tâches. Et voilà, dans un objectif de standardisation, on réduit ces tâches-là et on sait ce que ça a comme incidence, puisque ça a été déjà étudié avec le taylorisme, avec des choses comme ça. Enfin, je veux dire, Alors parlons des incidences quand même. Donc les incidences, c'est quoi? C'est une augmentation du stress au travail? Oui, enfin, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses, et je crois... Il y a énormément de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à faire en sorte d'aller chercher ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'opacité autour de ça, il y a tellement d'invisibilité, notamment sur l'activité de travail, qu'on est réduit, si vous voulez, comme je le dis souvent dans le système de livraison, on voit, alors c'est très arrangeant quelque part, il y a une livraison, on livre d'un point A à un point B. D'accord ? Oui. C'est un segment qui est payé, c'est que celui-là qui est payé comme s'il y avait que ça qui existait. Mais on n'imagine pas tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça implique.
et à plusieurs niveaux. Mais il n'y a pas que le stress. Il y a les accidents dont on n'a pas de visibilité, sur lesquels on n'a aucune visibilité. L'algorithme ne sait pas qu'il y a eu un accident. Voilà, Pour lui, c'est une défaillance de livraison. C'est-à-dire que vous soyez en train d'agoniser au bord de la route ou que vous soyez en train de boire un café avec votre copain, pour l'algorithme, c'est de l'indisponibilité du livreur à la tâche. Point. C'est un vrai souci, ça. Donc, il y a aucune, effectivement, il n'y a aucun regard sur les différences sur la route, à un moment donné, il y aura de la pluie, il y aura un accident, il y aura ceci, il y aura cela, qui va faire pour cette profession-là. Mais quand bien même on revient au sein de l'entreprise, qui a bien entendu une autre protection du salariat quand même, des salariés, aujourd'hui c'est quand même très tendu, justement parce qu'on revient à la fois à une distanciation, à la fois à ce... Souvent on entend ça d'ailleurs, mais c'est l'algorithme. Donc on se défausse aussi sur cet algorithme. Je crois qu'il y a... Moi, je ne suis pas là pour pointer du doigt certaines choses en disant c'est bien, c'est pas bien. C'est pas l'objectif. Et ce qu'on se disait avec Benoît à un moment donné, c'est qu'aujourd'hui, on a intérêt à réfléchir, à travailler ensemble, justement à pouvoir se servir de ces systèmes qui sont absolument intéressants quelque part, mais sans perdre le sens de l'humain là-dedans et aussi... au-delà même d'un bien-être, parce que ça pourrait... On n'en est pas là. Je veux dire, on a des conséquences qui sont graves, qui sont très, très graves. Et je pense qu'on a intérêt à les mettre en visibilité pour en faire quelque chose. Et alors, justement, votre travail ensemble, comment il s'organise ? Que fait le projet Regalia sur cette question du management par l'algorithme ? Comment est-ce qu'on peut apporter des réponses ? Le premier devoir qu'on a, nous, c'est d'expliquer comment les algorithmes fonctionnent. Oui. Pour dire, voilà, si c'était moi qui avais fait l'algorithme de Deliveroo, c'est assez logique qu'il se passe ça, Et en général, rien qu'avec ça, on a des allers-retours en disant, ah oui, je croyais que c'était possible. Et on dit, non, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils aient fait comme ça. Donc il y a un premier devoir qui est un peu de pédagogie. Comment un algorithme fonctionne, avec quelles données, et pourquoi ça peut déraper. Voilà. Donc pourquoi le dérapage est presque naturel, en quelque sorte, par l'obsession de performance de l'algorithme. La deuxième chose, mais pour ça, il faut des données. Et on retombe toujours sur le même sujet, c'est qu'en quelque sorte, ces données-là de comportement humain, en vélo ou en insulte sur un réseau social, ces données-là sont privatisées, appartiennent à la structure qui les a produits, mais sont quelque part, ça nous a pratiquement personne ne peut avoir la main dessus. Donc notre deuxième devoir, c'est d'essayer de créer des protocoles de collecte de données, par exemple en associant beaucoup de livreurs. Il nous en faudrait quelques centaines, idéalement, pour collecter cette information. Donc, c'est une réflexion qui a lieu aujourd'hui, de dire comment on peut collecter ces informations. Mais aussi, ils sont en compétition entre eux. Le cas dont vous avez parlé, par exemple, on puisse le détecter en amont de plainte. Exactement. Et dire, en moyenne, la personne qui a eu tel comportement le lundi sera favorisée ou défavorisée par l'algorithme le mardi. Et ce genre de choses, alors c'est pas qu'en France, donc en Chine, aux États-Unis, vous avez plein de gens qui se plaignent. Alors du coup, ça devient aussi des légendes urbaines. Ouais. L'algorithme a fait ça, ou parfois ça fait sourire. Donc, mais à la limite, ça fait partie du stress. Enfin, moi, j'aimerais pas avoir une légende urbaine sur mon patron. C'est quelqu'un qui me donne mon travail et mon salaire et ma rémunération, puisqu'elle est liée à la tâche que je reçois. Et donc du coup, ils sont dans une sorte de... Oui, parfois c'est un peu paranoïaque. Mais si je fais ça, il va m'empêcher d'avoir mes pizzas, etc. Ou je vais être défavorisé. Et donc, alors on le disait avec des humains. Elle m'aime pas, il m'aime pas, il veut pas que je fasse ça, etc. C'est possible. On peut s'en sortir. Mais là, c'est encore plus un sentiment d'impuissance face à un algorithme. Comment est-ce qu'on peut inventer justement de nouvelles méthodes d'accompagnement du collaborateur ou de l'indépendant face à ce management? C'est pas simple. Juste pour rebondir sur ce que disait Benoît, effectivement, ça développe un système de croyance. De croyance, et quand on ne sait pas, on croit des tas de choses et on est complètement désorienté. Alors, on a effectivement une réflexion qu'on mène pour pouvoir améliorer, et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est les algorithmes, en tout cas la façon dont ils sont utilisés, on en voit les résultats après. Encore faut-il les regarder.
c'est toujours pareil, et c'est l'être humain, ou le travailleur en tout cas, qui en subit les conséquences, et puis ensuite on dit « Ah bah tiens, c'était ça ». Alors bien évidemment, ce serait intéressant, et c'est un petit peu ce qui se passe aussi dans la prévention, dans la pédagogie, et ce genre de choses qui peuvent être mises en place en amont, et des réflexions. On a un autre problème, c'est l'opacité qui est nécessaire dans ce système-là pour répondre à ce modèle d'affaires. Donc réfléchir aussi sur finalement le modèle d'affaires qui pourrait peut-être ne pas être tout puissant de cette façon-là, hein, et cette opacité. Il y a aussi la rapidité, le changement permanent qui est complètement désorientant et qui crée aussi une opacité, parce que quand ça change tout le temps, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on ne sait pas. Donc réfléchir à ça. Et il y a autre chose aussi, et c'est ce qu'on disait aussi là, et qui me semble être intéressant, c'est que on peut en profiter aujourd'hui, on le voit bien, de nous réunir avec des disciplines totalement différentes, qui ne se rejoignent pas forcément habituellement autour de ce genre de questions éthiques. Voilà. Et finalement, on se retrouve autour de la table en pluridisciplinarité, en transdisciplinarité, donc à travailler sur ces sujets-là. Et ça, c'est extrêmement important. Et en effet, disons, l'individu au centre de cela et qui devrait être présent systématiquement, c'est le travailleur. Et il n'est pas là. Il est rarement là. Et ça, c'est un problème, quoi. Une remarque, Jean-Christophe Le Toquin? Non, tout à fait. Je pense qu'on voit le même phénomène, nous, dans nos métiers d'analyse des contenus. Alors nous, on est en demande d'avoir plus d'algorithmes pour nous aider à pré-analyser les contenus. C'est une manière aussi de protéger les professionnels, les juristes, les modérateurs, les analystes. Mais on a un temps décalage, je pense, qui est normal entre la technologie qui va très vite. Parfois, donc là, dans le cas, c'est le cœur du business. Après, il y a un temps pour la société, pour le social, pour l'humain, pour s'organiser et répondre. Et effectivement, on est dans ce moment où on a des algorithmes qui sont déjà très opérationnels, mais tout le tissu humain et social n'est pas là. Et donc, du coup, ça crée ces angoisses. Mais je pense que c'est naturel et qu'au bout de 5-10 ans, ça, c'est des choses qui vont se régler. Mais important doit être de s'emparer du sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Benoît Rothenbourg, vous allez nous quitter après cette séquence donc, de Regalia Inria. Elisabeth Leblanc de l'ANACT et Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact. Vous restez avec moi pour la suite. Justement, une chronique, le numérique, c'est aussi une question humaine. Et c'est parti pour la deuxième séquence de Smart Tech avec notre rendez-vous. Le numérique, c'est humain. Et David Lacomblède, le président de la Villa Numéris, think tank qui mène de nombreux travaux, notamment sur l'intelligence artificielle. Je précise qu'il est resté avec nous en plateau Elisabeth Leblanc, chargée de mission à l'ANACT, et Jean-Christophe Le Toquin de Point de Contact. Bonjour David. Bonjour. Alors, bienvenue sur notre plateau. Donc, on va parler d'intelligence artificielle ensemble ce matin. On a déjà vu qu'on n'était pas tous égaux quand même face à la prise en main des outils du numérique, faute d'accompagnement, d'équipement ou encore de connexion. Mais alors, vous nous dites qu'au-delà, les technologies ne sont pas toutes égales devant les individus. Expliquez-nous. Alors, la technologie est partout. Dès votre réveil, vous allumez votre mobile, si tant est que vous l'ayez éteint, et on pourrait passer en revue tous les actes de notre vie qui font appel à de la technologie, de l'intelligence artificielle, que ce soit pour nos déplacements, pour notre travail, l'ordinateur en bandoulière, à force d'hybridation, de travail à distance désormais, nos relations sociales, merci les réseaux sociaux, voire amoureuses. Il y a beaucoup d'applications aujourd'hui qui existent en la matière. Et ce sont de véritables doudous, pour ne pas dire toutou. D'ailleurs, on se demande parfois qui est le toutou de l'autre entre la machine qu'on se posait juste avant, et l'homme. Avec effectivement une accumulation de données sur les êtres qui font qu'aujourd'hui, on est parfaitement prévisible dans nos actes. Et donc, la machine fait en sorte de devancer, de flatter vos goûts en quelque sorte. C'est Jeff Bezos qui dit régulièrement « Je sais avant vous-même ce que vous allez acheter sur Amazon ». Et donc tout le monde, effectivement, à la fin, n'est pas logé malgré tout à la même enseigne face à ces technologies. Alors, c'est-à-dire regardez, que vous soyez patient ou élève, médecin ou professeur, vous n'avez pas du tout la même chance, si je puis dire, devant les algorithmes, la machine et l'intelligence artificielle. En matière de santé, tout le monde voit un intérêt à les prendre en main parce que ça peut vous aider à mieux vivre et à mieux vivre longtemps. En matière d'éducation, on est proche du rejet
pour des questions d'égalitarisme forcené, si je puis dire. On a 2 poids vitaux, 2 poids économiques et sociaux vitaux pour un pays. On ne peut pas imaginer un pays comme le nôtre sans monde de l'éducation et sans monde de la santé. Ce sont 2 bons candidats à fournir énormément de données. On est tous passés sur les bancs de l'école. Il y a chaque jour 1 200 000 Français qui donnent des cours ou qui assistent et 13 millions d'élèves en primaire, secondaire. Et donc autant de personnes qui fournissent énormément de données. Et ça serait assez simple, finalement, si on les gérait, si on les croisait, parce qu'elles existent, de peut-être aider un peu mieux les élèves à les orienter ou à les accompagner, parce qu'on va déceler ceux qui auront plus de difficultés que les autres. En matière de santé, ça se passe de la même manière. Malheureusement, on passe tous régulièrement devant nos médecins et devant des services de soins ou hospitaliers. Et c'est la même chose, vous accumulez énormément de données qui permettent à la fin de mieux vous soigner parce qu'on va doser un peu mieux les médicaments, déceler plus tôt les maladies. Et si vous regardez bien, l'intelligence artificielle, c'était un sujet de conférence pour radiologues il y a 5 ans. Aujourd'hui, la grande majorité l'utilise et en voit les bénéfices parce que ça augmente même leur expertise vis-à-vis de patients, qui ne vont pas la rejeter puisqu'ils en voient eux-mêmes les bénéfices. Tout ça pour dire que s'il n'y a pas le sentiment d'avoir un humain derrière la machine, en tout cas un accompagnement, et si cette intelligence artificielle n'est pas expliquée, elle risque le rejet. Alors, il y a quand même des progrès en la matière. Je ne sais pas, je prends ne serait-ce que Parcoursup. C'est vrai que le monde de l'éducation nationale a su fournir quand je dis une progrès, très grosse machine. J'entends déjà des sifflements dans mon oreille. Mais c'est vrai qu'on entend un peu plus ceux qui s'en plaignent que ceux qui l'aimeraient. Alors, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui adorait Parcoursup. Et effectivement, c'est parce que ça manque de transparence et qu'on a l'impression que c'est la machine qui décide de l'avenir de son enfant, ça provoque un rejet immédiat. Oui. On en finirait par oublier parcours... le post-bac, pardon. Oui. Et donc, effectivement, qui était un tirage au sort. Et si vous avez le sentiment que c'est la machine qui décide de l'avenir de vos enfants, vous la rejetez. Et donc, effectivement, on a besoin d'expliquer, de rentrer dans les détails. Ça sera tout le défi d'Évidence B, qui est un programme d'intelligence artificielle qui arrive au mois de septembre prochain pour les élèves de seconde. Ce sont 800 000 élèves. Et ce sont des programmes qui vont les accompagner pour s'améliorer en mathématiques et en français. Faudra-t-il encore, effectivement, qu'on dise aux parents que leurs enfants sont dans des modes de jeu, parce que ça va emprunter beaucoup aux réseaux sociaux et au gaming, et donc les rassurer en la matière, puisqu'ils sont bien placés pour savoir que ça peut prendre beaucoup de temps et de place dans la vie de leurs enfants. Absolument. Merci beaucoup, David Lacomblède. On sait que cette exigence de transparence s'applique à tous les secteurs. On en a parlé d'ailleurs ensemble avec nos autres invités. À suivre, un reportage au plus grand challenge de code en France. La finale de l'un des plus grands concours de code français s'est disputée jeudi dernier. Ils étaient 3000 au départ et c'est un étudiant de Normal Sup qui l'a emporté. Cette soirée s'est déroulée en présence du ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, également de Patrick Cohen, le directeur général d'AXA France, qui est à l'initiative de cet événement. Bismart était sur place, reportage. Intéressant et algorithmique. Impressionné. Challengeant. C'est waouh. Et amusant. Facile. Classe. Confiant. Grandiose. Stressant aussi. Première édition de Tech Challenger, l'un des plus grands concours de code. Après 4 mois de qualification, c'est Salvagram à Paris que se disputait la finale. En jeu, 10 000 € et le titre de meilleur développeur informatique. Le Tech Challenger, c'est le plus grand concours de code en France. C'est un énorme hackathon. On a voulu mettre à l'honneur les développeurs qui sont la colonne vertébrale de la tech. On a 3000 développeurs qui ont participé partout en France et ce soir, c'est la grande finale. Dernière écriture, le chrono défile, ultime moment de concentration et le résultat tombe. C'est Arthur, 20 ans, originaire de Lille, étudiant à Normal Sup, qui l'emporte. Tout d'abord, on est très heureux d'avoir remporté un prix parce que c'est quand même l'achèvement de 3 étapes de programmation. Très fier ? Oui, plutôt, oui. Ce genre de concours, ça permet en fait à une communauté de se former. Plus tard, je suppose que ce sera un plus dans le monde
l'entreprise et pour la French Tech. Et la French Tech, justement, a bien besoin de ses compétences. Le concours doit susciter des vocations. C'est la conviction de son parrain, le créateur du logiciel VLC, et du ministre de la Transition numérique présent ce soir aux côtés des codeurs. Aujourd'hui en France, les développeurs, c'est vraiment pas assez considéré. Quand on regarde aux États-Unis, un peu en Angleterre, et là où il y a le plus de startups, les développeurs, c'est vraiment les rockstars, c'est les mecs qui sont considérés. Et en France, les développeurs, il n'y a pas assez mis en avant. Et justement, je trouve qu'un événement qui justement met en valeur vraiment le concours de code et développeurs, c'est génial. On a besoin dans notre pays de former toujours plus d'experts des métiers du numérique. Il y a tout ce que l'État peut faire pour développer des filières de formation, pour investir auprès des entreprises. Mais il y a aussi l'envie et l'orientation qu'on va susciter auprès des jeunes notamment. Et ce type d'événement, ce type de compétition est de nature à attirer, à encourager les jeunes à se tourner vers ce type de métier. Les métiers du digital, source d'opportunités pour les emplois de demain. 230 000 postes seront à pourvoir d'ici 2025. Mais en attendant la deuxième édition du Tech Challenger, ce soir, concert privé pour codeurs, Gims les a ambiancés. Ah oui, Jean-Noël Barrot, Maître Gims, ils étaient gâtés les codeurs. Alors je le disais, c'est AXA France qui organisait ce Tech Challenger. L'occasion pour nous de tendre le micro à son directeur général que vous avez brièvement entendu dans le reportage. On lui a posé la question de pourquoi cet événement et que représente la tech dans son groupe. On écoute Patrick Cohen. Pour nous, c'est une évidence parce que la tech, elle est omniprésente dans nos vies, dans la vie de nos clients. Elle est omniprésente dans tous les projets d'AXA France aujourd'hui. Et puis nous, AXA, on est l'assurance leader en France. Et donc ça nous oblige. Ça nous oblige à faire plus simple, à faire plus rapide, à faire plus intuitif pour nos clients. C'est exactement ce que nous permet de faire la tech. Et c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Donc quand on est dans un événement comme ça, eh bien, on est au contact des talents de la tech, au contact des startups. On bosse beaucoup avec les startups et ça nous permet de continuer à innover. On est très fiers parce qu'on est l'un des 5 plus grands recruteurs de la tech en France. On a recruté à peu près 800 personnes l'année dernière. Et puis la tech, c'est aussi le premier poste d'investissement chez AXA France. C'est 1,5 milliard l'année dernière. Et puis on va augmenter ces investissements. On a l'ambition d'atteindre 3 milliards dans les 5 prochaines années. Elle bouleverse l'assurance parce que l'assurance, c'est typiquement un secteur dans lequel on a des processus complexes, dans lequel il y a de la paperasse et dans lequel l'utilisation de la donnée est clé. Et justement, en s'appropriant ces technologies, eh bien, on peut faire beaucoup mieux pour nos clients, c'est-à-dire plus simple, plus rapide, plus intuitif. On le fait au travers du digital. Aujourd'hui, pour nos clients qui le souhaitent, eh bien, on leur donne la possibilité de faire à peu près tout depuis leur smartphone, depuis leur app Mon AXA. On le fait au travers de l'intelligence artificielle parce que ça nous a permis de réduire de manière très significative le temps de traitement des dossiers. On est passé de quelques jours à quelques secondes. Et puis, au travers de la donnée, la tech, elle nous permet d'avoir des offres qui sont plus intelligentes, qui sont plus adaptées aux risques et aux besoins des clients. Quelle belle conclusion pour toutes ces réflexions qu'on a eues autour de l'utilisation des données, de l'intelligence artificielle, avec aussi les troubles induits par ce management par l'algorithme. On en parlait avec Elisabeth Leblanc, chargée de mission de l'ANACT. On a parlé aussi de signalement contre la haine en ligne avec Jean-Christophe Le Toquin, président de Point de Contact, et de ce numérique humain avec David Lacomblette de la Villa Numéris. Merci à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.